pour construire un avenir et pour soi, et pour sa jeunesse, et pour ses enfants. Tout à fait, mais aujourd'hui, est-ce que après l'appel du Premier ministre, pour nous rappelons, lors de la dernière foire exposition, le Premier ministre avait appelé, lancé un appel à l'endroit de ces hommes-là, de nos compatriotes, on peut le dire comme ça, qui avaient choisi la mauvaise voie, si je puis me le permettre. Mais est-ce que cela n'était pas un peu tard par rapport à la situation? Oui, le Premier ministre est dans son rôle, évidemment, de lancer un appel au dialogue. Mais bon, moi, de mon analyse de journaliste, je pense que le dialogue, c'est très bien, mais un crime ne doit pas rester impuni. Ces hommes-là ont commis suffisamment de crimes, ont fait couler suffisamment de sang pour qu'ils puissent se tirer comme ça, les mains totalement libres. À mon avis, maintenant que la reconquête a été effective et que Kidal est aujourd'hui malienne, je pense qu'il est du devoir aussi de la justice de faire son travail. Alors, d'interpeller ces hommes et ces femmes qui ont mis le pays dans cette situation pendant plus d'une décennie, parce que en réalité, les événements ont commencé au Mali. Les gens trouvent que c'est en 2012, 2013, non. C'était un peu avant. C'est depuis 2008. 2007-2008. Voilà, 2007-2008, mais surtout 2008, quand Nicolas Sarkozy, alors président, ont mis le Mali en rouge, toute une partie du Mali en rouge pour demander, pour dire aux gens que partout le Mali c'est le pays de l'insécurité, le Mali c'est... Donc depuis cette époque-là, la guerre a commencé. Elle a connu vraiment les affrontements en janvier 2012, mais depuis 2008, la guerre avait commencé. Et depuis 2008, le Mali n'a pas eu la paix. D'ailleurs, depuis 2006, depuis la première petite rébellion de Iyad, qui a mis Kidal un jour en genoux, parce que d'un seul coup, il avait bien préparé, il a pris les deux camps ensemble à Kidal en 2006. Bon, il y a eu des négociations, il y a eu un accord. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça l'accord d'Alger. Sinon, le processus, l'accord signé à Bamako, ce n'est pas l'accord d'Alger. Ça, c'est l'accord issu du processus d'Alger. Mais l'accord d'Alger a été signé effectivement en 2006 entre le Mali et à l'époque avec ces rebelles, qui avaient permis de mettre l'accalmie et puis de lancer un programme. Un grand programme PSPSDN qui devait coûter à peu près plus de 100 milliards. Et que l'État malien, avec ses partenaires, devait mobiliser plus de 150 milliards pour le développement. Et une grande partie même de cet argent avait été mobilisée et mis, et les projets avaient commencé à être réalisés. Mais malheureusement, ceux qui étaient chargés de la réalisation de ce projet, ce sont ceux qui se sont retrouvés malheureusement dans la rébellion. Et ils ont détourné l'argent du contribuable pour financer la guerre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait? Parce que si le Mali, Kidal est récupéré, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de dialogue? Bien sûr, tous les fils ne sont pas impliqués dans cette histoire. Ils ne sont pas tous dans ça. Il y a des gens à Kidal qui ont été embarqués de force parce que quand ils sont venus, ils étaient tellement soutenus par l'Europe, par les États-Unis, par les Américains et disons par les Européens, notamment la France. Et on a vu d'autres partenaires français aussi qui étaient là pour les soutenir. Donc ils étaient suffisamment soutenus, je ne dirais pas suffisamment forts, mais suffisamment soutenus pour isoler le Mali. Et heureusement qu'on a réussi à rebondir. L'enclave de Kidal, parce que Kidal avait été fait une enclave au Mali. Moi je dirais souvent enclave française au Mali parce que les forces armées maliennes ont été stoppées net en 2013 à la porte de Kidal à Anefis. Et depuis, le Mali n'avait plus accès à Kidal. Même, avec les arrangements, le gouverneur était là par arrangement, il ne pouvait pas porter le drapeau sur le toit. Tout à fait. Et les petits contingents de FAMA qu'on appelait les forces armées reconstituées, un petit contingent qui ne pouvait même pas sortir du camp. Oui, donc confinés, ils étaient confinés dans leur position. Et ce sont les rebelles et leurs amis terroristes et autres là qui pavanaient dans la ville et qui avaient même installé un système d'administration fiscale qui prélevait des impôts, qui prélevait des taxes, qui prélevait suffisamment
de taxes pour se financer et financer leur système. Leurs activités. Donc, tout ça, en réalité, il faut saluer les hommes. Il faut saluer les militaires. Et je suis écœuré, Amina, quand je vois à travers l'Afrique, mais surtout chez nous-mêmes, des compatriotes maliens qui trouvent matière à dire que ce n'est pas les femmes qui ont reconquis Kidal, mais Wagner. Ça fait très mal. Et c'est même insultant pour nos militaires. Pour nos militaires, tout à fait. C'est extrêmement insultant grave. pour nos militaires. Comment se fait-il que, après tant de bravoure, la France a été libérée grâce à une coalition, non seulement en 1918, mais en 1945, la France a été libérée grâce à une coalition. Et personne en France n'est complexé de ça. Mais en Afrique, quand on fait un exploit, on cherche toujours matière à dire. À dire et à trouver d'autres personnes. Et surtout encore que des confier cette victoire à d'autres personnes. Et des compatriotes aussi qui ne félicitent pas nos militaires, qui vont se permettre de raconter. Il s'agit de juste rappeler aux téléspectateurs, à nos compatriotes et au monde entier, quel que soit l'appui reçu par le Mali, cette victoire a été obtenue grâce à l'effort de nos femmes. Absolument. Un point, c'est tout. Je suis désolée d'adopter cette posture, mais c'est le cas et on n'a pas à discuter de cela. Et aujourd'hui, pour revenir dans nos échanges, quelle lecture peut-on faire de la posture adoptée par nos femmes? Aujourd'hui, Kidal, ce n'est pas que simplement la ville de Kidal. Derrière la ville de Kidal, il y a le reste de la région où ils peuvent avoir des postes, certainement des postes de résistance. On dit la cité de l'Adra des Iforas, mais ce n'est pas seulement la ville de Kidal. C'est ça. C'est toute la région. Absolument. Un espace vraiment grand. Certainement, il y a des postes de résistance qu'il faille bien surveiller parce que Kidal, c'est une région de montagne. Il y a beaucoup de montagnes. Et dans ces montagnes, il y a des grottes où on peut rester là-bas pendant des années, personne ne te voit. Donc, ça peut servir aussi de refuge et de nid de reconstruction. Donc, les militaires, les renseignements maintenant doivent prendre le relais pour pouvoir débusquer ces genres de nids et les détruire. Voilà, pour permettre aux femmes de détruire ces nids. Et je pense que là où on est aujourd'hui, l'ennemi a été suffisamment désorganisé au point qu'il serait très difficile qu'il puisse se réorganiser, en tout cas de sitôt. Maintenant, il faut faire place à la justice pour que ces genres d'événements soient évités. Ceux qui sont auteurs de cette histoire doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ils doivent payer devant la justice pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait couler suffisamment de sang. Il faut qu'ils comprennent que même leurs frères kidalois qui sont morts dans la guerre, ils sont responsables de leur mort. Tout à fait. Parce que c'est eux qui ont déclenché la guerre. Le Mali ne connaissait pas la guerre. Ce sont eux qui ont apporté la guerre au Mali. Donc tout ce qui assorte de cette situation, tout ce qui en découle, ils sont responsables. Et pour ça, il faut qu'il y ait une justice qui va prononcer des sanctions contre ces gens. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, en tout cas, qu'il y ait des sanctions. Comme ça, d'autres vont être découragés. Sinon, si on laisse comme ça et puis faire passer table rase comme on l'a fait en 90, on a fait en 92 avec le pacte national, on a fait en 2006 avec l'accord d'Alger et on a fait la même erreur en 2015 avec l'accord signé à Bamako. Il n'y a pas eu de processus pour la justice. Et cette fois-ci, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait justice soit rendue aux victimes. Mais est-ce que là, maintenant, ce n'est pas à la CVJR d'entrer en jeu? Ça, c'est une justice de consensus. Je parle de justice pénale. Il faut que certains, il faut que certains soient condamnés. Même si on n'arrive pas à les mettre, on peut émettre des mandats d'arrêt contre eux. Aujourd'hui, on parle de certains leaders qui sont aujourd'hui en Europe, qui sont en train de se pavaner en Europe. Il y en a qui sont en France, d'autres dans d'autres pays. Eh bien, on peut lancer des mandats contre eux. Quitte à la France ou bien à d'autres pays de nous aider de les récupérer, ou bien, de toute façon, il faut que justice soit faite. Et que chaque responsable qui sont impliqués réponde de ces actes. Et maintenant, la chefferie locale qui s'est retrouvée complice de cette histoire aussi,
doit trouver son compte. Parce que les Intala, Al-Gabas Agintala, qui est le fils, et Mohamed Agintala, aujourd'hui, qui est le chef de tribu, qui se retrouve dans cette situation, eh bien, il ne peut plus porter le chapeau, à mon avis. Il n'a plus le droit de porter le chapeau de chef de tribu. Étant entendu qu'il s'est retrouvé, parce qu'il doit être médiateur. Et s'il se trouve qu'il est devenu acteur, donc il perd la qualité des leaders en ce moment. Outre cet aspect-là, il y a d'autres points, d'aspects à prendre en compte, dont l'aspect humanitaire. Oui. L'aspect sécuritaire doit persister, Oui. mais l'aspect humanitaire est là Oui. parce qu'il y a d'autres cadres qui sont là, qui doivent être pris en compte. Absolument. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait? Ce qui peut être fait, c'est d'appeler les gens qui sont partis de revenir, et de créer un cordon humanitaire pour leur permettre de revenir en sécurité et créer les conditions pour qu'ils s'installent. Et en ce moment, il faut que les services sociaux de base puissent commencer à voir comment il faut les insérer dans la vie active, parce qu'ils ont laissé les activités économiques et partir comme réfugiés. Maintenant que la ville est sécurisée, je pense qu'on peut les faire venir, maintenant trouver les moyens de les réinstaller dans leurs activités. Les écoles, que les écoles s'ouvrent maintenant, les enseignants qui sont dans la région, qui sont restés dans la région peuvent reprendre la craie. D'autres qui sont à Bamako à cause de la crise peuvent retourner. Les hôpitaux, l'hôpital qui fonctionnait, mais certainement pas en plein régime. Aujourd'hui, l'État peut créer les conditions pour que l'hôpital retrouve toute sa dimension. Même les médias, par exemple, le RTM qui a une station là-bas, l'AMAP aussi qui a un bureau là-bas. Je rappelle que l'AMAP a construit un très joli bureau à Kidal. N'est-ce pas? Très joli bureau à Kidal. Et à la demande du président de la République à l'époque, Ousmane Touré, avait demandé à ce qu'à tous les services publics construisent un bureau à Kidal. Et tous les services publics ont construit de très belles immeubles, de très beaux immeubles. Donc, je pense que tous ces services publics-là aussi peuvent retourner. Et surtout, le gouverneur est retourné, donc avec lui. L'administration va commencer à se remettre en place. Et les autres cercles vont commencer aussi peut-être à commencer à travailler. Comme pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles des terroristes, je pense que l'État peut commencer vraiment à faire tourner ces démembrements pour que la population qui se retrouve dans une crise qui n'est pas la sienne, puisse se retrouver, comment dirais-je, ces activités normales, et puis la vie continue. Mais aujourd'hui, comment est-ce que la ville de Kidal peut se relever? Parce que une ville, c'est aussi une économie. Oui. À votre avis, comment est-ce que la ville pourra se relever? Depuis l'entrée vous avez vu quand nos hommes sont rentrés, l'Alliance populaire qui les a accueillis. Tout à fait. Moi, je pense que la ville est... L'Alliance était de Kaya Kidal. Voilà, je pense que la ville est déjà debout. La ville est déjà debout et les gens n'ont pas attendu, attendu des appels pour sortir et s'occuper de leurs activités. Ils se sont dit, j'ai vu un poste qui dit, ils nous impliquent dans leur sale guerre. Et quand il y a repos, on nous exclut. Et maintenant, quand l'État intervient, il fuit pour nous laisser. Donc, accrochons-nous à la vraie vérité. C'est l'État malien. Et ça, c'est un post que j'ai lu sur Twitter qui m'a beaucoup plu. Et je trouve que... C'est un compatriote à saluer. Voilà, c'est un compatriote vraiment. Voilà, je pense que c'est un frère qui a fait ça. Et je pense qu'il a bonne raison. Il a effectivement raison. Il faut que la vie continue à Kidal. Voilà, Kidal, ce n'est pas distinct des autres régions du Mali. Régions, oui. Voilà. Au fil des administrations, des efforts ont été faits pour vraiment désenclaver la zone dite nord du pays. Aujourd'hui, avec l'insécurité, la situation actuelle du pays, avec cette guerre asymétrique, aujourd'hui, quelle peut être la marge de manœuvre quelles peut être les actions pour nos autorités à mener et la marge de manœuvre vraiment pour réussir à atteindre cet objectif? Vous savez, avant cette sale guerre, comme l'a dit le compatriote, le gouvernement du Mali avait pris des initiatives pour désenclaver tout le septentrion du Mali. D'abord avec le projet routier Sévaré-Gao.
réalisé par l'ancien président Moussa Traoré en 1978. Cette route-là a permis de faire économie non seulement de temps et de moyens. Parce qu'à l'époque, si les bateaux ne partaient pas, il fallait faire des semaines pour atteindre Gao. Tout à fait. Et la route Sévaré-Gao a abrégé cette souffrance. Mais par esprit de destruction, pour justifier un crime, les rebelles n'ont pas hésité à détruire cette route-là. Cette route est complètement détruite. En tout cas, en sud des grandes parties. Avec les engins explosifs qu'ils avaient installés ça et là. Avant la chute du président Atité, il y avait la route Gomankroa-Tombouctou qui était en chantier, et un chantier très avancé. Il y avait le projet barrage de Taoussa. Avec le projet barrage de Taoussa qui avait démarré, il était prévu une route bitumée entre Bourem et Kidal. Oui. Tout à fait. C'était prévu. C'était prévu avec le barrage et l'hydroélectrique qui va s'installer. Une ligne de courant allait servir allait être transportée jusqu'à Kidal. Et puis il y avait le projet de réhabiliter l'aéroport de Kidal pour en faire un aéroport international. Donc il y avait tout un projet, des projets de développement destinés à ces régions. Mais pour justifier les sales crimes, alors, on a tout fait pour détruire ce projet. Et quand la rébellion a éclaté en 2012, le chantier du barrage de Taoussa, quand ils sont allés visiter le chantier, les rebelles, ils ont dit aux populations, prenez tout ce que vous voulez, le Mali ne reviendra plus. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui est parti sur le terrain qui m'a raconté ça. Les rebelles leur disaient, prenez tout ce que vous voulez, le Mali ne reviendra plus. Vous êtes venu pour développer. Vous dites que la partie. Vous êtes là pour développer un pays. La région qui vous concerne n'est pas développée. Les projets qui sont venus pour les développer, vous détruisez ces projets. Quelle est la logique? Il y en a pas. Donc, pour dire tout simplement, le gouvernement a souci de mettre tous les pays au même niveau de développement. Mais c'est vrai qu'avec la disparité, avec les moyens, ça ne peut pas aller de façon concomitante. Ça ne peut pas aller directement comme ça et partout. C'est un peu difficile. Voilà, il faut que ça se fait de façon progressive et progressive par région. Donc, moi, je pense que le gouvernement est déjà dans son rôle. Et tous les chantiers qui étaient destinés vers ces zones-là, si on avait réussi à réaliser les projets de PSBSDN, 150 milliards d'investissements, ça allait faire beaucoup de choses. Ça allait faire un petit boom. Je ne dirais pas qu'il allait être un petit Dubaï, mais quand même, elle allait être, disons, quand même une ville encore plus moderne. Oui, qui n'aurait rien à envier aux autres. Donc, moi, je pense que ce n'est que partie remise. Ce qui est fait est fait. Maintenant, tournons vers l'avenir. Et je pense que l'avenir est prometteur. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, en fin d'échange, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être dit avec cette reconquête de Kidal? Ce qu'il faut être dit, il faut dire aux compatriotes et aux Africains de ne pas avoir le complexe d'infériorité. Quand on fait de grandes choses, il faut l'apprécier en tant que tel. Il ne faut jamais se regarder dans le miroir des autres. Regardons nous-mêmes dans notre propre miroir. Félicitons ce qui a été fait de positif. Critiquons ce qui n'a pas marché. C'est comme ça qu'une société se construit. Mais on ne peut pas se regarder toujours dans le miroir des autres et parler toujours du mauvais côté des choses de chez nous. Ce que nos militaires ont fait en 3 ans, même pas 3 ans, c'est même trop, en 2 ans, c'est de 2022 à 2023. D'ailleurs, une année pleine seulement. Ce que nos militaires ont fait pendant cette période, moi je pense que ce n'est pas Assimi le Mali. C'est pas Assimi. On peut ne pas aimer Assimi. L'affaire. Mais quand on aime son pays, ce que les fils et les filles du pays font pour le pays, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Les hommes passent, la République demeure. Tout à fait.
le premier président qui a conduit le Mali à la souveraineté nationale et internationale, à l'indépendance, le président Modibo Keïta. Modibo Keïta n'est plus là. Mais le Mali est là. On est là-dedans aujourd'hui. Nous, on fait notre temps. Après, nous, nos enfants, nos petits-enfants, c'est comme ça. Mais comment on peut cracher sur cet effort parce que tout simplement, on n'aime pas Assimi. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Je pense qu'il n'y a pas encore tard. On peut se remettre et féliciter nos militaires et leur dire bravo. Merci beaucoup. Merci. Le temps imparti est presque fini. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de venir partager ce moment avec nous. Et, chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Avant de se quitter, nous tenons juste à féliciter nos femmes qui ont tout fait pour obtenir cette victoire, pour ramener Kidal au Mali. Et nous remercions toujours nos autorités pour les efforts fournis à cette fin. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à dimanche prochain, Inch'Allah.